Oui, merci beaucoup. On va se promener à travers 8 projets, peut-être 9 si on a le temps, qui correspondent pour moi à 8 thématiques année après année, j'ai un peu rassemblé comme une espèce de grammaire. Pour moi, c'est une grammaire, ou disons des idées invariantes dans le travail de mon agence, puisqu'aujourd'hui nous sommes basés à Paris, nous sommes 3 associés, Michel Delplace et Cyril Trétou, sans qui je ne pourrais pas travailler avec la liberté que j'ai, c'est-à-dire Michel fait plutôt tous les chantiers, toute la mise au point des détails et du projet, et Cyril s'occupe avec moi du développement de l'agence et des très grands projets. On est effectivement aujourd'hui une centaine, on est plutôt en train de réduire l'agence car la conjoncture est difficile. J'ai publié quelques livres que je vous montrerai rapidement s'il y en a qui sont intéressés pour reprendre des propos de cette conférence, notamment Nouveau Paris, la ville et c'est possible, qui était l'idée de faire 1000 petits projets dans Paris plutôt qu'un grand Paris, que 1000 petits projets qu'on avait d'ailleurs développés avec des étudiants pouvaient changer la face de Paris, c'était assez intéressant, avec une scénographie de Toyo Ito, c'était à l'Arsenal. Et puis cette exposition Agora 2005, je crois, qui m'a beaucoup fait avancer, puisqu'il s'agissait d'Agora à Bordeaux, et si on pensait un peu plus à elle, le thème c'était le développement durable, il y a eu des débats, une exposition, et si on pensait un peu plus à elle, c'est la Terre, donc c'était évidemment le thème du développement durable, et l'autre phrase c'était si on profitait un peu plus de lui, c'est le soleil, sachant que aujourd'hui, je dirais peut-être à cause des lobbies français qui tournent autour de nos députés, le solaire se développe à pas d'escargot. Certes, il se développe beaucoup, Solar Décathlon, des choses très intéressantes, mais globalement, vous savez que si on équipait un toit sur 6 avec un panneau solaire, on aurait toute l'énergie qu'il nous faudrait en France en termes d'électricité. Donc c'est un chiffre assez affolant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on exploite mal le soleil qui nous donne 1000 fois plus d'énergie que nécessaire sur la planète. C'est un chiffre phénoménal. Alors, je ne vais pas vous assassiner avec le développement durable, mais évidemment, c'est l'enjeu de notre société quand même, que toutes les reculades en termes d'écologie sont une catastrophe et risquent de nous assassiner. Le développement durable, c'est le social, l'économie et l'environnement. Il ne faut jamais oublier les 3 sphères. On parle toujours d'environnement, on oublie très souvent la qualité sociale ou la qualité d'économie. Et moi, j'ai rajouté un 4e cercle dans les trépieds du développement durable. Il y a la culture, qu'on oublie toujours. Ce n'est pas un trépied, le développement durable, c'est plutôt 4 pieds. Pourquoi je vous montre ça très rapidement en introduction? Parce que plus personne pense que l'avenir sera comme ça. Ça, c'est Blade Runner. C'est un film où il n'y a pas un seul arbre. Il y a des mutants, mais il n'y a pas d'arbres. Et je pense que si on en arrive là, la planète aura explosé avant. Et surtout qu'on ne sait pas très bien ce qui nous attend. C'est un peu comme cette histoire de dés ronds de Christian Xatrec. Quand vous tirez les dés, vous ne savez jamais si vous êtes sur un 6 ou sur un 1. Ce qui fait que même les probabilités que l'on fait en termes d'élévation des températures, élévation du niveau de l'eau sont toujours incertaines. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même dans un danger très objectif aujourd'hui et que nous, architectes, ingénieurs, urbanistes, nous sommes un peu au cœur du débat, même si nous l'avons quitté, je vais y revenir. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui résistent, comme Madame Wu, qui est restée perchée sur sa maison pendant 1 an, alors que les bulldozers tournaient tout autour à Shanghai. Elle a fini par lâcher prise. Donc le droit de propriété en Chine n'existe pas, mais il y avait un espèce de droit d'usage qui s'est d'ailleurs fossilisé. Donc il faut faire résistance à beaucoup de mouvements aujourd'hui. Je dirais que, pour conclure cette petite conclusion, c'est que l'architecte n'est pas un artiste. Et que pour ceux qui sont en première année, on vous dira souvent le concept, il faut faire œuvre. Je pense que c'est bien d'être créatif, mais je pense qu'il faut d'abord savoir que l'architecte n'est pas là pour faire une œuvre,
Il est là pour faire en sorte que les gens vivent bien dans les bâtiments qu'il a construits. Si en plus il y a une dimension artistique dans son travail, c'est formidable. Mais moi je préfère un bâtiment qui ne se voit pas qu'un bâtiment qui se voit. J'ai développé un peu cette idée. J'aime bien la discrétion plutôt qu'un Zaha Hadid ou un Frank Gehry, que j'estime ce sont des sculpteurs et pas des architectes. Je fais exprès d'être très caricatural parce qu'on peut aimer Gehry évidemment, mais je suis prêt à en débattre avec certains d'entre vous si vous voulez. Donc il faut être résistant et prudent. Le principe de précaution nous empêche de faire beaucoup de choses aujourd'hui et pourtant il est nécessaire. C'est un peu comme là, moi j'ai pratiqué l'alpinisme pendant des années. J'ai mon frère qui est devant, on se relaie dans un passage de Sérac, on est dans le massif du Gorner. On est à peu près à 3600 mètres, on va vers un 4000 et on a beau prendre toutes les précautions possibles, s'encorder, avoir les mouflages tout près, se tirer d'une crevasse. Si on prend un sérac comme vous voyez ici sur la figure, eh ben on est probablement mort. Donc effectivement, on a beau prendre des assurances, on a beau prendre des objets de sécurité, on est toujours, je pense, dans un risque qu'on essaye de contrôler. Alors les 8 thèmes que je vais développer un peu comme une grammaire, il y en aura 8 et pas 9. Le premier thème, c'est l'ultra-contextuel. Un architecte m'a dit, tu ne vas pas nous rabattre les oreilles avec ton contextuel. Ça, c'est les années 70. Eh bien si, plus que jamais, comme je disais, une architecture qui réussit, c'est une architecture on a l'impression qu'elle a toujours été là. C'est mon opinion, elle n'est pas partagée par d'autres architectes qui pensent que nous sommes là pour faire des belles façades qui se voient de loin. Beaucoup d'architectes regardent leurs pieds, c'est-à-dire leurs parcelles, et imaginent un concept aussi brillant soit-il. Ils oublient que ce bâtiment se situe dans un environnement, qu'il y a des bâtiments autour, et que si on n'y prend pas garde en tant qu'urbaniste, on peut avoir une collection d'objets et non plus une ville. L'ultra-contextuel, c'est l'idée de prendre en compte tous les éléments d'un site. Pas seulement le contexte environnemental, mais aussi le contexte sociologique. Alors vous me direz, oui, c'est bien connu, c'est la tarte à la crème. Eh bien, figurez-vous que non. Nous travaillons à l'agence, nous sommes donc à peu près une centaine, mais nous avons à peu près la moitié d'architectes et la moitié d'urbanistes. Pas tout à fait, parce qu'il y a encore un tiers de paysagistes, donc ça ferait un peu plus, mais un tiers à peu près, chacun. Et le métier d'urbaniste l'urbaniste n'est pas de l'architecture à grande échelle, ce n'est pas des objets macro-architectes, c'est vraiment un travail dans le temps qui fabrique aujourd'hui ce qu'on appelle des écoquartiers, qui ne veut rien dire et qui veut tout dire, c'est-à-dire qu'on essaie de fabriquer des quartiers qui soient durables au niveau de l'environnement, mais n'oubliez pas les piliers du développement durable, qui soient aussi socialement équitables, qui soient socialement habitables, qui soient mixtes, et qui soient surtout ancrés dans une certaine réalité, partir de cette réalité pour tirer vers le haut. La réalité, c'est des gens qui discutent sous un arbre, qui ont l'habitude de se mettre là. Je suis à Bucarest, il y a un projet de place. Pourquoi ils sont bien là? Parce qu'ils voient passer les autres, parce qu'il y a les gens qui cherchent de l'emploi un petit peu plus loin, parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école. Ce sont les personnes âgées. Il ne faut pas retirer ces bancs. Voilà. Le premier projet, il rase tout et il refait un projet conceptuel de la place de Bucarest. C'est ça aussi l'ultra-contexte, c'est moi ce que j'appelle le génie du lieu. Alors ça aussi, c'est un concept des années 70, mais c'est un très très beau contexte, le génie du lieu. Le génie du lieu, c'est qui est là sur ce site, qui occupe ce site. Le deuxième thème qui tourne autour d'un peu de l'ultra-contexte, qui est nécessaire avant de commencer un projet, c'est un thème un petit peu plus compliqué que j'appelle pas patrimoine, mais que j'appelle matrimoine. Un matrimoine, pour moi, c'est féminin, c'est un mot qui n'existe pas vraiment, qui avait été inventé à un moment par un artiste. On peut dire le matrimoine, moi je préfère dire la matrimoine. C'est la matrice des éléments architecturaux ordinaires qui constituent un paysage. Donc si on n'y prend pas garde, on va démolir les hangars, on va démolir les auvents, on va démolir les vieilles usines. Alors je ne dis pas qu'il faut tout garder, mais presque. Je suis un peu à l'école de Chemetov, d'Alexandre Chemetov, qui dit qu'un bon projet, ça part d'abord du site, ça ne part pas d'un concept ex nihilo qui serait posé ensuite
à Grenoble, ça part de l'idée que peut-être sur un site, avant de composer, tout est déjà là. Alors ça, c'est lui qui dit ça, c'est Alexandre. Je ne suis pas toujours d'accord parce que tout n'est pas forcément toujours là, tout n'est pas là, mais beaucoup de choses sont là. Quand on travaille sur un site, en tant qu'urbaniste, puis ensuite on fait venir les architectes, il faut un espèce de respect de l'histoire. Ça ne veut pas dire faire du pastiche, ça ne veut pas dire copier ce qu'elle est à côté, ça veut dire s'imprégner du génie du lieu, donc de l'histoire de ce lieu, de l'histoire où on a discuté, les restaurants où on s'est rencontrés, mais aussi l'histoire actuelle. C'est aussi s'imprégner donc de ces bâtiments ordinaires, cette matrimoine. Ça peut être un talus, ça peut être... Tout est marqué par l'histoire. Même dans un échangeur épouvantable, vous avez encore, pour moi, un génie du lieu et une matrimoine. Alors c'est difficile à expliquer. Il y a toujours la vitesse du vent à cet endroit-là, ou un horizon qui se découpe, ou une topographie. Et c'est ça, les ingrédients de départ du travail. Ce n'est pas forcément quelque chose qui viendrait, une idée artistique, un beau dessin. Et la troisième idée qui va avec l'ultra-contextuel, moi j'appelle ça les coïncidences. Des bâtiments qui ne sont pas forcément historiques, que l'on garde, et comme par hasard, le programme envisagé, ou le programme qui naît de ce bâtiment, il rentre comme un gant dans ce bâtiment. Alors on peut aussi vouloir faire une école d'architecture dans l'ancienne semoulerie, là c'était à Alger. Cette semoulerie va probablement être démolie. Peut-être l'école d'architecture n'y rentrera pas. Mais en revanche, un autre programme, un Fab Lab, comme ils disent, ou une pépinière d'entreprise peut y rentrer et s'y trouver très très bien. Et quand vous aurez plus tard des promoteurs, surtout des bureaux d'études qui vous disent qu'il est beaucoup plus économe de démolir et de faire du neuf, parce que ce qui est là n'est pas bien, c'est beaucoup plus économe de démolir que de faire du neuf, il faut s'inscrire en faux par rapport à ça. Pour ma part, au niveau du bilan carbone et même au niveau de la construction et de l'économie du projet, il est plus intéressant de conserver, de transformer et de donner une deuxième vie à un bâtiment. C'est 80% du temps, c'est vrai. De temps en temps, ça ne l'est pas. Le bâtiment a trop d'amiante, il a trop de problèmes. Mais 80% du temps, il y a des bâtiments qui ont été bien conçus, notamment dans cette période industrielle, notamment dans les friches, et on peut très facilement leur donner une deuxième vie. Et la chance de tout ça, de la coïncidence, donc un bâtiment qui coïnciderait, il est bien placé, il est le long de la rue, elle est bien cette semoulerie. Si on faisait des logements là-dedans, vous imaginez ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire que le promoteur qui a l'habitude de faire des logements, des T2, des T3 tout petits, parce que le français n'a plus d'argent, donc il ne peut pas s'acheter plus de 55 mètres carrés, donc on fait des T3 de 57 mètres carrés. On force les architectes à faire des tout petits espaces, en plus avec le rond handicapé, pour ceux qui dessinent du logement, ils savent ce que je veux dire, c'est-à-dire que la salle de bain est presque aussi grande que la chambre de l'enfant. Au lieu de faire ça, quand on a une structure existante comme ça, on est obligé de faire différent. On a 3,30 m de plafond, on a des trames à 6 mètres, donc forcément ce qu'on va dessiner à l'intérieur va sortir du standard. Et c'est ça qui est formidable. La seule façon de construire des grands logements aujourd'hui en France, de les rendre désirables, plus grands, c'est de construire dans l'existant. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc les coïncidences, c'est détecter sur un site des bâtiments que l'on peut transformer. Voilà 3 mots qui, pour moi, constituent un peu une grammaire autour du concept ou de l'idée que tout projet doit être ultra contextuel. Excusez-moi. Alors une illustration de ça, c'est un très gros projet que l'agence mène depuis maintenant 5 ans à Bordeaux. Une ZAC, c'est pas une ZAC, ça s'appelle Bordeaux Bassin à Flot, c'est ce grand bassin qui était un endroit où on fabriquait, réparait des bateaux autrefois, vous avez des cales. Il y a eu la période de la guerre avec la base sous-marine que vous voyez en haut à gauche de l'image, sur le bassin numéro 2. Et c'est un quartier qui est complètement en déshérence depuis une dizaine d'années. Il y a quelques activités, mais très peu. Et le maire de la ville, Alain Juppé, et le président de la communauté urbaine de Bordeaux, Vincent Feltès, pourtant 2 bords séparés, se sont entendus pour faire un projet de quand même 5400 logements et 200 000 m² de bureaux, activités. J'ai eu la chance d'être choisi sur ce projet avec l'idée qu'on allait faire différemment. Donc différemment, c'était être ultra contextuel, d'essayer de tout garder. On n'a pas pu tout garder. On a démoli pas mal de choses, des choses qui étaient déjà très abîmées. Mais je peux vous dire qu'on a gardé énormément de choses.
Et à partir de ces choses, on a constitué un projet. Les choses, vous les voyez, ce serait trop long de les énumérer, mais vous avez l'usine Le Sieur qui fabrique de l'huile à l'entrée, là, le G2 qui était déjà conservé, vous avez les silos, vous avez des hangars qu'on va reconstruire sous forme de hangars, mais ils ne sont pas du tout adaptés à un usage précis. Vous avez des anciens petites usines sur la droite, vous avez pas mal de choses qui ont été conservées, qui ont aidé au support du projet urbain, qui est né en fait de cette histoire-là. Vous avez une étendue d'eau plate, c'est pas comme la Garonne qui, quand vous tombez dedans, vous êtes mort. Là, l'eau, elle est vraiment limpide, enfin elle n'est pas limpide, mais elle est calme, en tout cas vous ne pouvez pas vous noyer. Et c'est comme un aimant cette eau. Et l'idée de ce petit croquis de discussion de coin de table, j'allais dire, c'est habiter les bassins, dont on se posait la question, on a travaillé beaucoup en workshop avec la ville d'ailleurs. Habiter les bassins, c'est quoi? C'est se tourner vers les bassins, c'est-à-dire que votre fenêtre, quand vous l'ouvrez, vous êtes dans la direction de l'eau. Évitez de faire des bâtiments parallèles au bassin, mais faire des bâtiments qui sont en U, toujours en U, et tournés vers les bassins. Et deuxième idée très importante du projet, c'est de créer un espace public qui prolonge l'espace des quais, qui va faire tout le tour des bassins. C'est un espace public auquel on peut marcher, que vous voyez ici, en jaune, et qui est accessible par des sentes, des petites sentes qui viennent depuis les rues des quartiers autour. Parce que de chaque côté, il y a un quartier Bacalan d'un côté, le quartier de la Morue, qui est à droite de l'image, et le quartier des Chartrons de l'autre côté. Et on a créé des sentes à l'intérieur de nos îlots pour que les gens du quartier de Chartrons puissent prendre leurs patinettes, leurs vélos, leurs poussettes ou leurs pieds et aller directement, juste en traversant des rues, jusqu'au bassin. Donc c'est une espèce de convergence vers ce lieu. Et ces centres nous ont beaucoup aidés. Ça représente plusieurs kilomètres, c'est de l'espace public, c'est assez compliqué à faire. Ça nous a permis de construire à l'intérieur de l'îlot sur cet espace public et donc de densifier considérablement le projet et d'arriver à créer une vraie densité de ville. On n'a pas un équipement, on a plusieurs micro-équipements au rez-de-chaussée des projets. On a fonctionné, alors pour ceux qui sont architectes qui comprendront, ce n'est pas une ZAC, on n'a pas d'aménageur. Donc on a tout fait un peu à l'envers, c'est-à-dire que l'aménageur, c'est la CUB qui a travaillé en régie, la communauté urbaine. Et la ZAC, c'était en fait un PAE, c'est un plan d'aménagement d'ensemble avec une taxe majorée pour équiper tout ça. Et on a fonctionné en atelier. Les règles étaient les suivantes. Inspirez-vous des hangars existants. Messieurs Donc on n'était pas propriétaire des terrains, donc les promoteurs arrivaient. On leur expliquait la fiche de l'eau, les quantités qu'ils peuvent faire. On travaillait avec eux la fiche de l'eau. C'est-à-dire, ils disaient, moi, j'ai envie de faire une résidence personnes âgées, moi, j'ai envie de faire plus de commerce. Donc, on travaillait la fiche de l'eau avec eux. Puis, une fois qu'on avait la fiche de l'eau, seulement à ce moment-là, on consultait les architectes. Et les architectes ne faisaient qu'un oral. Sur la fiche de l'eau, sur un lot qui faisait 30 000 m², on avait 4 architectes à peu près. Donc, on auditionnait une douzaine pour en choisir 4 sur référence, moyen, et puis leur préparation de l'oral. Du coup, on a 88 architectes qui travaillent en ce moment sur les bassins à flot, dont une quarantaine de Bordelais, sur un principe assez ouvert. Vous voyez les centres en vert, et puis les grands hangars ou les hangars existants, et avec une possibilité d'assemblage. La règle, c'est des toitures forcément, pour créer une silhouette dans la ville. Les architectes, quand on leur a parlé de toiture, ils ont hurlé. Et en fait, ils s'en sortent pas mal. Moi, j'aime bien l'architecture à toiture, ça peut être très contemporain, ça peut être très intéressant. Bien sûr, c'est jamais néo, c'est toujours dessiné d'une façon formidable, et la toiture, on habite dessous. Donc, ils se sont emparés de ce thème, des sheds, et puis une partie haute, une émergence qui monte au-dessus du PLU. Enfin, on a fait une modification du PLU pour monter à 28 mètres, voire 31 mètres, qui sont ces petites émergences que vous voyez et qu'on commence à voir dans la réalisation. Donc aujourd'hui, ça c'est une perspective qui date un petit peu, mais ça serait beaucoup trop long de faire morceau par morceau. Mais ce qui était intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on a gardé des préaux d'une ancienne charpente en bois, qui est devenu le préau du projet de l'école, que Rudy Ricciotti a gagné. D'ailleurs, Rudy fait l'école primaire que l'on fait là, et il a un préau, c'est une très vieille charpente bois, magnifique, qu'on conserve. On a conservé des anciens hangars qui sont devenus une épicerie bio, qui longe la Sente. On a conservé un garage moderne qui est un endroit associatif. Et on a eu plein de coïncidences. On a redécouvert un petit hangar en bois de la pêche au large. En fait, tous ces petits éléments mineurs, finalement, créent une âme, créent une texture de départ au projet urbain. Le projet urbain, il est parti tout seul. On a fait un plan guide avec quelques principes d'îlots, et après, il s'est façonné petit à petit.
Dans l'espace public, on va travailler sur les rails et les pavés, mais ça, c'est assez classique. Le deuxième grand thème de grammaire que j'aimerais vous soumettre, c'est le thème de la conférence, c'est ordinaire extra. Les médias, les journalistes aiment bien parler d'architecture extraordinaire, ils aiment bien parler effectivement de Guéry, vous en allez avoir plein les journaux bientôt, donc c'est extraordinaire. Point. Demandez à un architecte de faire quelque chose d'extraordinaire, il va très bien y arriver. S'il a un petit peu de moyens, un beau terrain, pas de problème. Demandez à un architecte de faire quelque chose d'ordinaire. Déjà, c'est moins glamour, c'est moins drôle. Il va peut-être y arriver aussi. Mais demandez-lui de faire un ordinaire extra. C'est-à-dire, j'entends par ordinaire quelque chose qui n'est pas banal. Ordinaire, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui passe dans le paysage, qui peut être contemporain, qui ne copie pas les choses horribles qu'il y a à gauche et à droite, mais qui reprend la volumétrie, les textures, la couleur, qui apporte quelque chose à l'espace public, mais qui, si je ne le regarde pas bien, je ne le vois pas. Il est ordinaire. Mais il est extra. Quand on le regarde mieux, il est super bien fait. Les menuiseries sont magnifiques. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est une découverte fantastique. Et les espaces intérieurs sont magnifiés, il y a des choses extraordinaires. C'est ça l'ordinaire extra, c'est de dessiner quelque chose qui en apparence est simple, mais qui en fait est extra, c'est-à-dire est extrêmement bien réalisé et agréable à vivre. Donc il y a trois idées autour de l'ordinaire extra. La première idée, c'est le sur-mesure, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure avec l'ultra-contextuel le génie du lieu, le qui est là, vous savez, qui habite là, On a parlé du tout est là, avec le projet de la matrimoine, et le coïncidence, c'est le déjà là, en fait. C'est déjà là, donc je l'utilise, je ne vais pas le démolir pour faire autre chose. Dans l'ordinaire extra, le sur-mesure, c'est que là. C'est-à-dire le bâtiment qui est fait ne peut être fait que là. Si on demande à l'architecte qui a construit à Dunkerque ces bâtiments-là, et qu'il est refait à Lorient, il y aura peut-être un truc qui ne va pas, ou à Grenoble. Et si quelque chose se fait à Grenoble et qu'on retrouve le même à Lorient, je vous signale que je vois ça tous les jours en tant qu'urbaniste, hélas, c'est qu'il y a un problème. Même si c'est de la belle architecture, je pense que l'architecture doit être que là. Elle n'a été faite que pour Grenoble, à cet endroit-là, compte tenu de la lumière, du vent, de la couleur, etc. Et elle peut être ordinaire. Alors, les trois petites maisons que vous voyez là, c'est un architecte de Dunkerque qui a fait ça, parce qu'il y a des immeubles à Gable pas loin. Vous ne les voyez pas, en fait. Elles sont vous allez me dire, elles ne sont pas intéressantes, c'est pas ça l'architecture contemporaine. Eh bien si, parce qu'à l'intérieur, c'est sublime. Les hauteurs de plafond sont plus grandes, il y a des charpents de bois, il y a des chambres hyper agréables. Et voilà, ça peut être aussi ça, c'est pas forcément une architecture blanche, corbuséenne. Voilà, ça peut être aussi ça. Et ça peut être que là. Parce qu'il reprend des gabarits. Sur la droite, on retrouve ce type de pente, c'est des grands hangars. Voilà, je trouve que l'idée du sur-mesure est une idée extrêmement importante qu'il faut arriver à partager. La deuxième idée qui est un peu là, c'est l'étrangeté. En fait, l'ordinaire extra, il est ordinaire, comme je disais tout à l'heure, mais il est extra. Et dans son extra, il y a... Qu'est-ce que c'est ce truc-là, en fait ? C'est-à-dire que l'architecte est capable de donner à un bâtiment que je qualifie d'ordinaire quelque chose d'un peu mystérieux, quelque chose de... Une deuxième lecture, quoi. Vous voyez, ça c'est un silo à grains à Champaign aux États-Unis. Bon, on passe devant, il y en a plein des comme ça. Puis celui-là, il est particulier, il est ventilé par le haut, il a ses charpentes arrondies, pas évident à faire ça, il a ce grande corniche, Et quand on y rentre à l'intérieur, je ne sais pas de photo, mais c'est assez émouvant, c'est assez mystérieux. Et pourtant, ça n'est pas une sculpture, c'est un objet fonctionnel, extrêmement bien dessiné par l'architecte qui a mis au point ce projet. Et le troisième, c'est un peu polémique. Je vous montre cette image, elle est très polémique. Tant pis, je la montre. Parce que je n'aime pas parler des confrères. Non, mais bon, vous avez un immeuble d'Ixtu, qui est un immeuble de logement. C'est à la Défense, sur les terrasses. Et mon immeuble à gauche, en bleu et blanc. Il faut aller sur place. Moi, je m'interroge beaucoup. Enfin, ce sont des logements tous les deux. Il y en a un qui a une double peau avec de la sérigraphie noir-blanc, avec des effets de couleur, des effets de lumière,
C'est-à-dire quand on ouvre sa fenêtre, on est derrière la sérigraphie des 3 tours de XTU. Moi, j'ai tout simplement des baies blanches, parce que devant, je suis devant l'immeuble de Wojanski qui est tout blanc, la préfecture. Donc on est blanc, et on a un bleu clin profond, parce qu'en fait, ces bâtiments, compte tenu de ce que l'autre côté, ne sont pas parallèles. Donc ils font des espèces de fausses perspectives. Mais ça serait présenter le projet. Mais c'est juste l'image. Et moi, je me pose toujours la question d'un peu de l'invisible. Enfin, dans la question de l'ordinaire extra, il y a la question de la discrétion ou d'une certaine invisibilité. Alors vous allez me dire, les 2 bâtiments sont très visibles, avec le bleu et l'autre. Mais quand on va sur place, il y en a un qui veut montrer ses muscles et l'autre qui essaie de rester un peu en retrait. Je sais, c'est un peu polémique cette image, mais elle fait beaucoup de questions dans l'agence, dans cette histoire de l'ordinaire. Pour commenter ça, je vous présente un deuxième projet rapidement. Vous avez compris, je ne vais pas trop m'étendre sur les projets, mais plus sur la grammaire. Le théâtre de la piscine à Châtenay-Malabry. Vous avez Châtenay-Malabry ici, le rond c'est le théâtre. Alors c'est une histoire très intéressante. C'est une ancienne usine d'incinération des ordures, créée en 1936 pendant le Front populaire. On prenait les ordures ménagères de toute la butte rouge, on les aspirait en pneumatique en 1936, on les brûlait dans cette usine, et avec ça on chauffait l'eau de la piscine municipale. C'est complètement dément aujourd'hui de penser à ça. Un réseau pneumatique, de rattraper les ordures ménagères et des choses. Enfin, ça a marché pendant quelques années. Après-guerre, ça s'est arrêté. Et ça a été, la piscine qui était à gauche a été reconstruite, mais n'était plus chauffée du coup par l'usine. Et elle a fermé cette piscine. Et c'est devenu le théâtre que Reichen et Robert, dans leur début, c'est un des premiers travaux de Reichen et Robert, ont refait. Donc, cette piscine, elle existait, il y avait des gradins dessus, c'était assez étonnant. C'est Pinchnac, dans les années 70, qui a fait un très gros travail artistique et théâtral extrêmement intéressant. C'était un lieu branché à Paris, on allait à Châtelet au théâtre de la piscine. La piscine ferme pendant plusieurs années, et ça, c'est l'usine d'incinération. Et il lance un concours avec 7 architectes pour refaire un théâtre et un conservatoire. Voilà comment on la retrouve, cette piscine. C'est un bâtiment, donc, comme j'ai dit, des années 30-36, de Pierre-Paul Sirvin. Je ne sais jamais si c'est Pierre ou Paul, excusez-moi. Très cubiste, un peu corbuséen. Moi, je pense qu'il y a, dans cette histoire-là, il y a une espèce de référence. Moi, ça m'a fait penser à Malevich. Et je ne voulais surtout pas casser ça, donc on pouvait tout casser, mais on devait en garder une petite partie. Nous, on a tout gardé, au maximum de ce qu'on pouvait, y compris l'arrondi devant qu'avait refait déjà Reichen, qu'on a essayé de retrouver dans son jus. On a même gratté l'enduit pour retrouver l'enduit d'origine et retrouver la couleur. Et puis on s'est adossé à ce bâtiment existant et on a refait des éléments un peu cubiques et un peu simples. Sur la rue, comme vous voyez sur la gauche, un parti en béton, c'est du béton apparent, mais lasuré. C'est-à-dire qu'il est un petit peu argenté. Des menuiseries bois, il y a des salles de danse, c'est le conservatoire sur la gauche. Et à droite, c'est la signalétique de la piscine avec l'enduit. Et c'est exactement l'architecture de Sirvin. Quand j'ai présenté ce bâtiment à la presse, j'ai eu aucun succès. Les gens me disent, c'est quoi ce truc? Ça claque pas assez. Enfin, ils trouvaient ça pas bien. Je n'nommerai pas les critiques. Ils trouvaient ça pas bien. Ils trouvaient ça... trop ordinaire, ils m'ont dit. Je dis, mais c'est super, mais t'es rentré dedans. Alors, quand ils sont rentrés dedans, ils ont eu quand même un petit choc, parce qu'à l'intérieur, il y a donc la partie droite du plan, c'est la partie existante. Toute la partie gauche, y compris le rond, c'est la partie neuve. Théâtre de 700 places. Et là, je voulais que quand on rentre à l'intérieur et qu'on va au théâtre, on ait une émotion théâtrale déjà. Qu'on soit pris par la couleur, qu'on soit pris par une ambiance. Du coup, on a mis au centre à droite la partie existante, à gauche la partie neuve, théâtre à droite et au milieu, et conservatoire qui entoure. Et un déambulatoire commun. Ça a été très compliqué entre le conservatoire de musique et le théâtre, mais finalement on a une petite porte qu'on voit là à l'angle qui s'ouvre, et on peut aller aussi dans la partie conservatoire quand il y a beaucoup de théâtre. Ce qui marche très très bien. Et un théâtre, vous voyez, qui est au milieu et qui raccroche la façade extérieure à droite et la nouvelle façade. Donc un objet singulier sur lequel on a mis une verrière, on a mis un toit. Et j'étais fasciné à l'époque par les lucarnes, par les coupoles. J'en ai, je sais pas, des milliers de photos de coupoles. Je voulais faire un lanterneau. Je voulais que dans la salle, c'était mon 3e théâtre, je sais que les comédiens, quand ils répètent sur la salle, ils sont contents d'avoir la lumière du jour de temps en temps.
Et donc on a mis un lanterneau tout en haut, vous voyez, qui peut bien sûr se fermer quand il y a la répétition, mais qui peut s'ouvrir et laisser la lumière entrer. Et vous voyez que le théâtre, il est adossé, on va dire, au bâtiment existant qui est sur la gauche, avec sa cage de scène ici, mais il est indépendant, avec une structure en araignée comme ça. Donc l'extérieur de cette coque, c'est du plâtre, éclairé par une verrière, et l'intérieur, c'est du bois. Là, vous avez la coupe dans l'autre sens, avec l'usine d'incinération à gauche, qui est devenue le restaurant. Donc il y a un effet, ça c'est une fish ice, là, donc c'est beaucoup plus grand que ça n'a l'air en fait. C'est une coque toute blanche, en plâtre, et comme au-dessus il y a de la couleur sur les vitrages, tout simplement, en fonction de la lumière, on a des dégradés du jaune au jaune clair, du bleu au bleu intense, on a des dégradés dans tous les sens. Il y a des gens qui viennent voir ce truc extraordinaire dans ce bâtiment finalement assez ordinaire. Et puis quand on entre à l'intérieur de ce bâtiment, on est entièrement en bois, avec un travail de Romain pour l'acoustique, des lamelles de bois plus ou moins épaisses, extrêmement compliquées, et une salle magnifique parce qu'elle fait dans tous les sens. Et vous avez l'oculus qui est à moitié ouvert, et on peut le fermer, il se ferme comme une demi-lune, enfin comme une pleine lune qu'on peut... Il y a des effets de couleurs, le mur en fait est gris au fond, là vous le voyez violet. La façade à gauche est jaune alors qu'en fait elle est blanche. Et quand il n'y a pas de lumière du tout, tout redevient blanc ou gris. Et la machine d'incinération, on n'a pas tout gardé, on en a écarté une quantité importante qu'on a ressablée. Il y a une œuvre artistique d'Emmanuel Villard qui a posé un travail. J'aime bien cette idée que, ça c'est la coque vue de haut, c'est un bâtiment relativement simple, c'est la suite, ça c'est les salles de danse, en béton, on est quelque chose d'incroyable à l'intérieur. Voilà pour cette idée de l'ordinaire extra, illustrée par ce bâtiment, mais on pourrait ne parler que de ça pendant toute la conférence. Le troisième thème, c'est les énergies naturelles. Alors les énergies naturelles, je pourrais tenir 2 heures là-dessus, parce que tellement ça me préoccupe. Pour parler un peu politique, parce que je disais que l'architecte est un homme politique plus qu'un artiste, qui prend des positions. Quand vous faites un bâtiment, vous prenez position socialement, vous prenez position politiquement, au sens noble de la politique. Il ne faut surtout pas que les architectes se réfugient derrière leur rôle artistique. Vous savez que la dernière prérogative que nous avons, c'est de signer le permis de construire. Je peux vous dire que les bureaux d'études, les promoteurs font tout pour nous supprimer les autres missions. Bon, là, je ne vais pas être fataliste, mais c'est très dur en ce moment d'obtenir son chantier, de faire son descriptif, de faire l'économie du projet. La dernière des prérogatives que nous avons, c'est le permis de construire, et donc on nous classifie bien comme des artistes. On dessine la façade, et puis derrière, vous ne vous occupez pas, on s'occupe de tout. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça, hélas. Donc il faut absolument que l'architecte reprenne pied, se dise technicien. Moi, je suis autant ingénieur, j'ai fait un peu d'études d'ingénieur avant de faire architecture. J'ai aussi pas mal travaillé avec des sociologues, avec des philosophes. On travaille sur l'économie. Dans mon projet, dans ma structure, il y a un thermicien, il y a un économiste de la construction. Il ne faut pas lâcher prise là-dessus. Et notamment sur la thermique, parce que maintenant, avec le développement durable et le confort, on est obligé de faire des bâtiments en basse consommation, RT 2012. Et on vend des appartements RT 2012, label écolo, machin. Mais l'appartement est simplement invivable parce qu'il est trop petit, il n'y a pas de terrasse extérieure, il est mal foutu. Donc moi, je préfère un appartement très bien fait. On peut vivre, on peut évoluer, 5 mètres de haut serait génial. Et avec juste pas de label, mais juste la réglementation thermique. Aujourd'hui, il y a une surenchère sur le côté thermique. Et donc, quand on parle écologie thermique, isolation par l'extérieur, et on nous bassine, on nous culpabilise avec ça. C'est vrai que c'est très important. Mais entre les 250 ou 300 kWh par mètre carré par an d'un bâtiment ici à Grenoble des années 70 et un bâtiment à 50 ou 15 kWh, il n'y a pas photo. Ça suffit d'être à 45. Ça suffit amplement. Donc, ne faisons pas de surenchère sur des bâtiments qui deviendraient des thermos. En ce moment, nous travaillons avec des Allemands sur les bâtiments passifs. C'est vraiment des thermos. Vous rentrez, vous fermez, clac. Il n'y a aucune déperdition. Donc, il n'y a pas de chauffage. Qu'est-ce qui chauffe? C'est nous. Il y a un double flux. L'air qui sort, il se mélange à l'air qui rentre. Enfin, la chaleur de l'air qui sort chauffe l'air qui rentre. Et du coup, vous chauffez votre pièce par la ventilation naturelle. C'est ça le passive house. C'est pas du tout la même chose qu'en France, mais c'est très intelligent, très intéressant. Sauf qu'il y a une machine sur le toit de la maison, je peux vous dire,
qu'il faut l'entretenir, qu'il faut connaître comment ça marche, parce que sinon, à un moment, quand ça ne marche plus, vous ne respirez plus. Donc moi, j'ai un gros problème, c'est pour ça que je parle de énergie naturelle. Et ça me passionne, l'énergie naturelle. C'est une photo faite à Grenoble, je crois que c'est à Fontaine. C'est tout simple, c'est prendre de l'air là où il est bien, le prendre quand il y a du vent, le moduler. Donc ça, c'est une grange, hein, c'est un panneau bois avec des trous dedans pour ventiler, ou le cabanon de Le Corbusier. À côté, il avait déjà dessiné des ventelles qui aident à sortir l'air. Vous savez que quand vous mettez votre girouette dans le sens du vent, pour ceux qui font ça va vite dans le sens du vent, et du coup, l'air va plus vite. Ou alors, vous avez des grandes cheminées comme ça de ventilation naturelle. Donc vous avez compris, ce qui m'intéresse, c'est de supprimer les moteurs et de faire tout passer en naturel. Moi, j'y arrive pas toujours. Ça s'est déclenché dans un voyage en Angleterre il y a maintenant une quinzaine d'années, à Leicester et Nottingham. Ça, c'est un bâtiment d'Allen Short. Il n'est pas beau, mais il a 18 cheminées de ventilation naturelle. C'est très laborieux. C'est une espèce de médiathèque. Elle est entièrement ventilée naturellement, même les amphithéâtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soufflerie. Bon, c'est bluffant quand même. Et quand on voit ça, on a un peu un coup de poing. C'est impossible à faire en France, parce que ça ne répond pas à la réglementation. Il faut 3 volumeurs avec telle vitesse d'air, etc. Et avec le vent, c'est un peu, ça peut être 2,5, ça peut être 2, ça peut aller un peu plus vite, ça peut aller un peu moins vite, c'est ça la nature. Donc évidemment, quand on fait de la ventilation naturelle, on a beaucoup de mal à respecter les normes et les réglementations. La ventilation naturelle, c'est un des objets les plus importants pour moi en termes de travail. Le deuxième thème, je n'ai pas d'image là-dessus, c'est l'interclimatique, c'est-à-dire c'est tous ces secteurs où on n'est ni chauffé ni refroidi, qui prolongent la maison comme des vérandas, ou qui prolongent une école d'archi pour être prolongée par des serres qui sont, on en connaît une très bien, qui sont en principe pas donnés pour des espaces à vivre, mais en fait qui sont utilisés parce qu'à la mi-saison ça marche très bien. Les critiques qu'on peut faire sur l'école de Nantes, c'est qu'à des endroits il fait trop chaud, à des endroits il fait trop froid. C'est normal, c'est des espaces en plus, c'est gratos comme il disait. C'est-à-dire que c'est des espaces qu'il a générés, et puis il a mis un polycarbonate, et puis on travaille avec une doudoune, bon, mais c'est du plus. C'est intéressant l'interclimatique, et nous on est en train de finir un logement, je n'ai pas de photo, on a un grand espace interclimatique de 140 mètres de long, dans un immeuble qui fait 200 logements, donc on a des logements d'un côté, des logements de l'autre, et l'espace interclimatique il est fermé par une serre qui est à 12 mètres de haut, et c'est un jardin tropical à l'intérieur. Enfin c'est un jardin tropical parce que ça ne gèle jamais à l'intérieur. Donc c'est un atrium dans du logement, c'est extraordinaire. J'avais très peur qu'il fasse très chaud à l'intérieur, et l'autre jour il faisait très chaud à Bordeaux, on est allé, il y avait une fraîcheur, on était avec des promoteurs, c'était assez extraordinaire. L'interclimatique, il y a beaucoup de portes ouvertes pour travailler, il n'y a pas assez de thermiciens qui travaillent là-dessus. Alors ici, je vais vous montrer un projet, et le dernier thème, excusez-moi, le troisième mot, c'est l'inertie. L'inertie, vous savez, c'est ce qui permet de redonner du froid ou du chaud dans un laps de temps séparé, c'est-à-dire qu'un plancher béton est un très bon modèle d'inertie, une dalle aussi, si elle est apparente. Donc nous, on fait beaucoup de bureaux sans faux plafond. Pourquoi ? Parce qu'on profite de l'inertie. On ventile dans la nuit, naturellement. Le matin, quand les gens arrivent, le bâtiment est frais. Et redonne ce frais petit à petit grâce au rayonnement du froid des planchers et des plafonds. Quand vous proposez ça à un investisseur, il vous dit non, j'en veux pas, je veux du 600-600 classique comme il y a dans toute la France. Parce que c'est ça que les gens veulent. Et en fait, c'est pas vrai. Ça serait encore un autre thème, ce que les gens veulent. Donc ici, on est à Toulon, c'est un bâtiment qui vient d'être inauguré, il a été publié dans le Moniteur récemment, il va l'être encore un petit peu. Je vous le montre parce qu'il est sur ce qu'on appelle la dalle des ferrailleurs, avec un bâtiment sur un plan de Vasconie, c'était des bars, et puis la dalle des ferrailleurs, il y a eu un scandale dessus, des gens assassinés, c'était un scandale épouvantable à Toulon. La dalle est restée pendant 30 ans comme ça, ils ont lancé un concours, il fallait faire une école d'ingénieurs devant ce bâtiment. La dalle des ferrailleurs, elle est devant ce truc-là. Et donc la plupart des équipes avaient fait des bars pour répondre à celle-ci. Nous, on en a fait 3 plots. Et en plus, on est dans l'axe d'un très beau rempart, dit la Porte d'Italie. C'est par là que Bonaparte part en Italie, avec le succès qu'on connaît. Et sur ce rempart, il y a des arbres magnifiques. Et c'est une référence haute. Et ça, c'est complètement voiture. Il y a des voitures partout. Donc l'idée du projet, c'est d'associer l'école d'ingénieurs que vous voyez les 3 plots au milieu de l'image, avec leur ombre, à un site propre et un vrai travail sur le traitement de l'espace public. Donc vous avez la perspective. Donc vous voyez 3 plots, et avec une cheminée sur le toit. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ces plots sont posés sur
c'est un socle, mais c'est exactement à la hauteur du rempart, vous comprenez, qui est planté. Donc on a les amphithéâtres dans le socle. On monte au deuxième étage, on sort dehors, tous les étudiants sortent dehors, c'est une rupture de charge très intéressante. Cafétéria, etc., peuvent vivre dehors sous les arbres, et ensuite ils montent dans les salles de classe. Et toutes les salles de classe des 3 plots sont ventilées naturellement par une cheminée solaire. La cheminée solaire, c'est le principe, c'est une cheminée qui est inclinée plutôt sud, qui prend les rayons solaires, donc qui chauffe à 40, 50, 60 degrés s'il faut. Il fait très chaud dans la cheminée, l'air chaud monte, donc elle aspire l'air de ce qu'il y a en dessous. Et on a juste des prises d'air dans les bureaux, prises d'air extérieures par les fenêtres, sortie d'air dans les bureaux, par une gaine verticale qui sort l'air naturellement. C'est une des premières fois dans un bâtiment public, d'école comme ça, qu'on arrive à faire des cheminées solaires naturelles. Donc vous voyez les plans, là on est au niveau rempart, en dessous il y a les amphithéâtres, avec ce jardin donc, inspiré directement de la porte d'Italie. Et quand on a inauguré la semaine dernière, hein, quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « ce bâtiment il est construit sur le rempart ». Bon, ce qui prouve quand même que tout d'un coup il y a une espèce de... Là aussi, je ne vais pas revenir sur le contexte, ce bâtiment il est aussi sur l'ordinaire, sur le contexte, etc. Vous avez ici la façade, et vous avez les coupes avec les amphis et les parties construites. Et de loin, vous avez une silhouette dans la ville qui plaît beaucoup aux gens de Toulon qui habitent loin, que ça devient une espèce de repère pour eux, de ces 3 bâtiments avec leurs cheminées, et qui comprennent que les cheminées font 2 mètres carrés, on peut marcher dedans hein, quand même, hein, c'est pas rien. Et je pense qu'il y a eu un travail ensuite de mise en scène, ça c'est la cafétéria qui n'est pas tout à fait finie sur la photo, des grandes baies, et on voit les cheminées au-dessus, et l'espace public sur la droite, et voilà depuis le terrain en face, et les 3 plots sont reliés par des passerelles, donc on passe d'une salle de cours à l'autre en sortant à l'extérieur de temps en temps. Le 4e thème, j'espère que je ne vais pas trop lentement, c'est la légèreté et l'économie, la légèreté économique. C'est de dire finalement qu'on est obligé de construire pas cher aujourd'hui et que pour faire ça, il faut réfléchir beaucoup à sa structure. Vous devez être ingénieur. Enfin, moi je pense que à votre manière, vous devez être ingénieur. Vous ne pouvez pas, voilà ce que je dessine et donner les plans à l'ingénieur. Ce n'est pas possible. Vous devez travailler avec l'ingénieur à côté de lui, réfléchir, savoir comment on calcule une poutre, pas forcément faire le calcul vous-même, mais avoir toutes ces notions de mécanique de base pour pouvoir résister à la force immense des bureaux d'études aujourd'hui qui ont tendance, parce qu'ils font beaucoup de choses, à faire des copier-coller assez trop souvent. Alors, il y a des très très bons bureaux d'études, il y en a d'ailleurs à Grenoble avec qui on travaille très souvent. Il y en a aussi des très mauvais. Voilà. Donc la légèreté, ça doit être un thème qui doit vous habiter, parce que c'est la structure. Les mots-clés de la légèreté, c'est la structure. Travailler la structure. Un bâtiment, c'est d'abord sa structure, parce qu'il peut évoluer dans le temps à partir de sa structure. Si tout est porteur, on ne peut rien faire. C'est la justesse des épaisseurs, des calculs. C'est vraiment, ça fait partie de l'architecture. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous désintéresser. Et puis après, il y a une notion que j'aime bien, moi, dans la légèreté économique, c'est l'ascèse. C'est-à-dire qu'on est, vous savez, on était à l'âge de pierre, à l'âge de fer, à l'âge de bronze. Après, on était à l'âge de la révolution, d'abord agraire, et puis ensuite industrielle. Maintenant, on est dans la révolution numérique, société de consommation, mais peut-être que l'époque qui arrive là, c'est un peu moins drôle, mais c'est un peu l'ascèse, quoi. Il faut faire plus avec moins, il faut moins consommer, il faut être heureux avec pas grand-chose, etc. Ça va un peu à l'inverse d'une société capitaliste de consommation, mais c'est un autre sujet. Moi, j'ai choisi de vous montrer le gymnase, mais avant ça, la petite pause rituelle. À propos de légèreté, une œuvre d'art de Jacob Gautel et Jason Cariendro, je pense que je l'avais présenté il y a 10 ans quand je suis venu ici. C'est un détecteur d'ange. C'est une cloche qui est assez haute. Ce détecteur ne s'allume, la lumière s'allume que quand il y a le silence absolu. Parce que quand on a le silence absolu, un ange passe. Et donc la lumière s'allume. Et dès que quelqu'un éternue, clac, elle s'éteint comme ça. Donc vous avez trentaine, quarantaine de gens qui se mettent autour de cette borne, qui n'est vraiment pas très... Elle est bien faite, mais... et qui attendent. Alors là, il y aurait trop de bruit, en fait, et qui attendent le silence absolu. Et tout d'un coup, la lumière vient tout doucement, c'est d'une très très basse tension. Elle éclaire un petit peu, après elle brille, et puis dès que quelqu'un sort son mouchoir, on tous claque, ça s'éteint. Je trouve que c'est une œuvre magnifique parce qu'elle travaille sur le silence, sur la tension, sur les autres. Elle devait être posée dans l'espace public. Aucune ville n'en a voulu. Elle est toujours possible, elle est au FNAC actuellement.
parce que c'est pas une œuvre d'art, ça va être cassé, c'est une balise, etc., etc. Donc les artistes continuent à la montrer dans des expositions. Ça a toujours un effet absolument extraordinaire. Et moi, c'est une œuvre qui m'émeut énormément, la présenter à la Maréchalerie à Versailles, parce qu'il y a très très peu de moyens, c'est tout bête, et il y a un effet, il y a les gens en parlent, quoi. Les gens qui ont vécu l'expérience du détecteur d'ange, voilà. Donc j'aime beaucoup dans le côté légèreté. Le côté légèreté aussi, il y a une quantité de structures que l'on trouve dans le quotidien. Là, ce sont des pêcheurs à doigts et avec des filets de pêche en dur, en maille, comme ça, qui plongent, et je dirais des structures comme ça, un peu à la Buckminster Fuller. Ou des structures industrielles à Tours, une halle qu'on avait dû rénover, avec les vicissitudes de la politique, on n'a pas été jusqu'au bout du projet, mais vous voyez, ça c'est la Cernam. C'est absolument enfin, les ingénieurs de l'époque, les grands ingénieurs, savaient faire des choses extrêmement légères, extrêmement brillantes, juste pour qu'on voit clair dans la halle de la Cernam. Et puis, un petit hommage quand même, parce qu'il a été pas mal décrié à Albert, l'architecte qui a fait des bâtiments, peu de bâtiments, mais qui a un effet structurel. Et là, son bâtiment est amianté, mais pour avoir passé quelques années à Jussieu, c'est quand même un bâtiment absolument extraordinaire, de par sa structure, son intelligence, on s'y repère très bien, c'est absolument pas vrai que c'est un ghetto. Et enfin, moi, j'y étais très heureux en tout cas. Donc, je choisis de vous montrer chez vous le petit hangar qui était une polémique. Je ne vais pas revenir sur la polémique. Sachez que j'ai eu un procès avec la ville et que je l'ai gagné. Et que quand on m'a remis la mention équerre d'argent pour ce bâtiment, le maire de l'époque ne s'est pas adressé à moi, il était allé voir Yves Lion qui avait l'équerre. Je me souviendrai toujours de ça. Quand même, on avait une mention avec ce tout petit bâtiment qui a coûté même pas 600 € le mètre carré. C'est une histoire très compliquée, parce que le terrain était aussi grand. Alors, vous le voyez, maintenant il y a le parking qui fait ombre sur la façade sud, donc il n'y fait plus chaud. Alors que la première année, le parking n'était pas construit, et j'avais dit qu'il ne faut surtout pas ouvrir le gymnase tant que le parking n'est pas fait, parce qu'on n'est quand même pas fou, on s'est calculé une courbe, et qu'il fallait aussi actionner les ventilations hautes, parce que vous avez compris qu'il n'y a pas de climatisation. Le problème de ce bâtiment, c'est que la taille du gymnase est la taille du terrain. Donc il n'aura échappé à personne que pour un gymnase, il faut des vestiaires, un accueil, une entrée, un lavabo. Donc j'ai dit, il faut faire un gymnase sur 2 niveaux. Il faut mettre les vestiaires au-dessus, redescendre. Il faut monter à 7 mètres au-dessus. Le gymnase est à 7 mètres de haut, redescendre en dessous. C'est idiot. Donc nous, on a mis les vestiaires en bas. Voilà, les vestiaires en bas, les 2 vestiaires. Et puis il y avait puis la salle au-dessus. Mais du coup, il y avait un vide. Tout ça extrêmement économique au niveau du béton, très rationnel. Il y avait un vide et j'ai dit au maire à l'époque, au service, il y aura une salle de plus. Je me suis fait engueuler parce que jeune architecte, c'est il y a quand même pas mal de temps. Déjà que j'arrive pas à rentrer dans les purs, si déjà je fais une salle de plus qui n'est pas demandée. Donc j'ai dit, on va la murer et puis ça sera une salle de plus, quoi. Mais nous, on ne va pas faire un creux, on ne sait pas faire. On génère ce vide. En fait, ils en ont fait une salle. Hein. C'est une salle où vous pouvez aller faire du sport. Mais ça, c'est bien après. Puis au-dessus, on a la salle de sport. Vous voyez, elle prend tout le terrain, avec 2 petits escaliers d'ascenseur pour monter là-haut. Et puis, il fallait couvrir tout ça avec un minimum de matière, un minimum de temps. Et la structure la plus économique, c'est l'acier. C'est une voûte en plein cintre. Les efforts extérieurs sont repris par la dalle. Voilà, la dalle ici. Et puis, ça, c'est du polycarbonate. Ça coûte vraiment rien, le polycarbonate. Pour le protéger de la chaleur, on l'a pris bleu, le plus bleu possible, qui avait le coefficient le meilleur au solaire. On a mis des entrées d'air qu'on ne voit pas sur ce dessin et des extracteurs d'air en haut. Et puis des énormes baffles acoustiques, parce qu'évidemment, l'effet d'écho là-dedans, c'est une catastrophe. Tant qu'il n'y avait pas les baffles, ça ne marchait pas. Et dès que les baffles sont arrivées, ça marchait. Donc évidemment, il y avait un mur à côté et le soleil ne tapait que dans la partie haute, ce qui était admissible au mois d'août. Mois de juillet, août, sachant que le gymnase était peu utilisé et le reste du temps, ça marchait. Pas de clim, un budget de misère. Donc, on travaille avec Batiserf, qui est à Échirolles d'ailleurs. Voilà, là, une structure optimisée, travaillée à l'époque avec des logiciels de calcul. Peut-être certains d'entre vous sont allés dans cette salle. Et donc, on a ces soucoupes qui sont faites par des matelassiers. C'est un matelassier de Lyon qui a fait ça, mais qui fait des matelas quand même. Il a amené sa laine sur place. C'est des capitons pour tenir la laine, en bas et en haut. C'est un chaudronnier qui a fait les soucoupes. Les photos de chantier sont très drôles. Nous, on était sur place, on faisait une espèce de suivi de chantier complètement artisanal. Tout ça a été monté avec une petite grue, là.
Et puis, vous avez les panneaux qui doivent s'ouvrir pour ventiler naturellement le gymnase. Puis, manque de peau, bon, le parking n'est pas construit. Le type qui fait... On a 3 entreprises qui déposent le bilan, des petits serruriers, etc., dont celui qui faisait les trappes. Les trappes sont bouclées. Ils ouvrent le gymnase au mois de juin. Bing! Il a fait extrêmement chaud. Donc, la salle a été dit impropre à sa destination. Donc on a dit, ben c'est normal, elle n'est pas dans les conditions. On aurait dû la climatiser, mais on n'avait pas le budget pour. On a demandé du budget pour faire du froid, on n'en avait pas. Bref, ça a été un petit bras de fer, et on a obtenu, comme je dis, on a gagné le procès. Disons, on n'a pas été condamné. Et les trappes peuvent s'ouvrir, et le gymnase fonctionne maintenant que le parking est là, et l'acoustique marche. Et en fait, ce qui est assez étonnant dans ce projet, vous avez une légèreté très forte, et vous avez une espèce de... Je ne sais pas si vous l'avez vu la nuit, je ne sais pas s'il se comporte encore comme ça, mais vous avez une espèce c'est les lampes que vous avez vues qui éclairent, qui se réfléchissent complètement dans le petit gymnase, et qui réfléchissent comme ça, qui font un côté un peu lanterne, magique. Du coup, les journalistes sont allés voir et ont aimé ce projet pour sa simplicité. Il pourrait être démonté un jour, moi je n'ai pas d'observation, sauf que pour l'instant il fait usage et il marche bien. 5e thème, j'accélère un tout petit peu, la haute qualité d'usage. La haute qualité d'usage, c'est ce que j'ai un petit peu amorcé tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on vit dans des logements trop petits. Certes, ils sont certifiés thermiques et ils ont le label Cercal logement, ils ont le label HE, etc., mais ils sont beaucoup trop petits. Et l'usage, c'est, pour moi, un bon logement, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean Nouvel, c'est un grand logement. Et on fait de plus en plus petit, et parce qu'on a une adéquation directe entre les mètres carrés, le prix du mètre carré, le prix et le mètre carré. Or, on sait faire des grands logements qu'on pourrait faire pas cher. Ce serait une autre conférence. Du coup, moi, je me suis lancé dans de l'autopromotion. Je deviens presque promoteur. J'achète des terrains en ce moment. Très peu, je vous rassure, 2. Et j'en ai marre de travailler pour des programmes standards. Et donc, j'essaie de générer des bâtiments de 20 logements qui font tous 5 mètres de haut de plafond et qu'on arrive à vendre au prix de vente à 1 700 € le mètre carré. Là où les promoteurs vendront 3 400. Donc, pratiquement moitié prix. Pas toujours, hein. Donc c'est une démarche extrêmement intéressante avec des architectes qui travaillent. Là, je ne suis pas architecte. Mais on voit qu'on peut y arriver. Et que la haute qualité d'usage, c'est ce que demandent d'abord les gens. Un promoteur me dit, j'arrive pas à vendre, regardez, je suis à Ivry, j'ai tous ces... Je dis, mais vous voyez ce que vous vendez? Un balcon filant, on peut à peine mettre le vélo, 57 mètres carrés pour un T3, cuisine en second jour, chambre de 9 mètres carrés pour l'enfant, chambre de 12 mètres carrés pour les parents, séjour éclairé par une fenêtre PVC, 2 petites fenêtres pour le reste. Donc 3 fenêtres PVC pour ce truc. Mais personne n'a envie de s'endetter 20 ans pour acheter un truc pareil. La crise du logement, elle vient aussi de la crise de l'offre. Il n'y a pas d'offre, il y a de la demande, pas cher, grand, intéressant. On préfère acheter un truc prêt à finir que ces trucs-là. Donc il y a un vrai débat sur la qualité d'usage, sur la haute qualité d'usage. Et c'est moi le label en tant qu'urbaniste que je mets en premier, en parlant d'ouverture des logements, en parlant, c'est le mot-clé, en parlant d'interprétation de ce logement. Il faut que la personne puisse interpréter elle-même son logement. Si elle veut mettre son séjour un peu différemment, il faudrait qu'elle puisse le faire, ce n'est pas toujours le cas. Et en parlant de l'intimité, vous allez voir que c'est important. Donc là, c'est une terrasse, c'est Andro Para qui invente les pyramides en 1970 et qui en a collé pas mal. Elles sont formidables quand même, allez les voir à Lille, il y en a à Villeneuve-d'Ascq aussi, je crois. Elles ont des grandes terrasses, enfin moi je connais ceux de Lille, là. Et elles sont voilà, les gens qui habitent là, ils ont 40 mètres carrés de terrasse, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a terrasse et terrasse, ça c'est à Vienne, dans des bâtiments très denses, pour avoir de la lumière, pour se fermer, pour garder l'intimité. Ce sont des terrasses qui sont comme des choses accrochées, qui font un peu loggia, profondeur. Puis l'autre qualité d'usage, c'est aussi une forme de partage. Là par exemple, c'est dans une résidence étudiante en Hollande, où on a le droit de faire des cuisines communes, ce qui est interdit dans les résidences Crous en France, enfin sauf exception. Chacun a sa petite cafetière. Donc là, c'est des cuisines communes par étage. Ils ont des très très beaux espaces, les étudiants, tout d'un coup, pour pouvoir partager de la lumière, de la hauteur, des espaces. Donc excusez-moi, j'en ai passé une, mais c'est pas grave. Le bâtiment que je vais vous montrer pour illustrer ça, c'est un bâtiment qui se trouve à Nancy, qui a été construit, alors ceux qui sont architectes, ça va leur parler, à 1 100 € le mètre carré habitable, parking inclus. Un peu une prouesse aussi, tout en béton armé pour du logement social. Concours lancé par Alexandre Chemetov en disant on ne fait pas un concours sur l'esquisse, il interdit les perspectives, c'était assez étonnant comme concours.
il veut de la méthode. Donc on a expliqué notre méthode qui consistait à dire on veut des coursives, sinon on n'aura pas de traversant. On veut que ces coursives soient décollées de la façade. On veut des intérieurs intimes. On veut toujours un jardin d'hiver, un petit potager. Et on veut combiner ces éléments-là pour arriver à créer du logement. Le plan de chez Méthoff, c'était 2 barres parallèles. Donc on en a écrété une plus basse. Et on ne les a pas fait tout à fait parallèles. On les a fait un peu cintrées avec des coursives extérieures, avec des escaliers qui se superposent comme ça. C'est à Nancy sur le plateau. C'est une architecture très de barres et de tours, hein, donc il n'y a pas de toit, là, les toits plats et des terrasses, mais surtout les coursives. Donc vous avez le plan ici, accès, les escaliers extérieurs sont dans cette bande-là ou dans cette bande-là. Ici c'est du parking extérieur qui descend petit à petit, puis il y a un petit parking semi-enterré ici parce qu'il est éclairé naturellement ici. On entre ici et on a des logements qui sont tous traversants, avec des petits potagers qui s'installent ici, enfin des endroits où on peut cultiver un petit peu, sur bac. Et au-dessus aussi, pareil, qui n'ont pas tout cet effet. Et dans ces espaces-là qui sont très larges, on a des serres. Donc vous avez ici le plan avec les petites vérandas d'entrée, les vides, ou les surfaces potagères, ça dépend des endroits, et les escaliers extérieurs. Les 2 barres ne sont pas parallèles, comme je disais tout à l'heure, pour créer un effet de perspective. Donc la façade est assez impressionnante, elle est très répétitive, on a plusieurs façons d'arriver chez soi. Bien sûr, on a des ascenseurs, et on a une répétition de fenêtres, mais on a des appartements, vous allez voir, le plus ouvert possible. Ce qui est intéressant dans le modèle, c'est ces coursives très larges qui sont de temps en temps sur l'entrée et qui génèrent des énormes trous comme ça, à tous les étages, qui fait qu'on n'a pas l'impression du tout de passer devant l'autre. Alors cette photo est très impressionnante parce qu'elle est dans les bâtiments qui se resserrent, donc évidemment elle augmente la perspective, mais vous avez le jeu des escaliers, c'est du béton apparent, coloré, lasuré. Jaune avec des fenêtres et des portes bleues, et de l'autre côté plutôt vert avec des fenêtres rouges. Qui donne une façade très habitat collectif. Tous les immeubles de plateau de haie sont un peu comme ça. Et sur l'extérieur, balcon et véranda, avec chaque fois des espaces donnés en plus pour les gens. Donc on a comme ça des morphologies d'immeubles assez spectaculaires pour arriver à sortir à ce prix-là, mais surtout, je pense, assez modulable pour les gens, puisqu'ils se sont appropriés, alors là c'est tout début, c'est la livraison, mais quand on y retourne, vous allez voir une photo que j'ai faite, ils s'approprient en fait cet espace-là, ça devient un peu chez eux, petit à petit, ils passent devant les couloirs ici, il y a des vides sur 2 étages, alors vous avez des vides en haut, vous avez ces accès, vous avez ces portes, ils ont le sentiment, pour y avoir été retourné il n'y a pas très longtemps, là, vous avez une véranda prête à l'emploi avec sa vue, hein, qui est un truc en plus. Et puis utiliser, c'est une photo que j'ai fait récemment, où le gars, il a carrément, et c'est très bien, il s'est emparé complètement de l'espace devant, et il est en bout, il a pu fermer. Et les espaces intérieurs étaient prévus très larges, très ouverts, des fenêtres jusqu'en bas, parce qu'on pouvait se les payer, et des séjours au maximum de ce qu'on pouvait faire dans la typologie de logement social. Donc là, la haute qualité d'usage, elle a été le critère numéro 1 de ce projet, et on n'a pu y arriver que parce qu'on a pu préfabriquer et avancer comme ça. 6e thème, et il y en a encore 2, donc densité et limite. Aujourd'hui, on parle beaucoup de partage de l'espace, qui est un mot-clé pour moi dans densité et limite. On parle de morphologie d'immeubles. En tout cas, moi je parle beaucoup de morphologie d'immeubles qui mélangent à la fois des intermédiaires, des individuels et des collectifs, des îlots très, très mixtes, et aussi de découpe en volume. Il faut que les notaires travaillent un peu. Ça, c'est David Saltiel, un artiste qui pose sa cabane sur le mur mitoyen de son voisin. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, rien, je mate. Regarde le voisin. C'est bien évidemment une œuvre d'art pour parler de l'intimité, de l'échange, ça a été démonté depuis. Mais c'est extrêmement intéressant sur le côté je te regarde, je te regarde pas, on fait des choses ensemble, on cultive un bout de jardin ou pas. C'est très compliqué, les Français sont peu partageurs par rapport aux Danois ou aux Allemands, mais ils le sont quand même. Mais c'est compliqué. Et la densité fait peur. Et pourtant, autour des nœuds de circulation, je ne vais pas vous bassiner avec ça, pour éviter l'étalement urbain, il faut densifier. La densité fait peur, je pense toujours à des tours. Si vous n'êtes pas allé à Hong Kong, précipitez-vous, parce que c'est juste un choc architectural et un choc d'espace public et un choc à tous les niveaux, quoi. C'est complètement fou. Il faut absolument aller à Hong Kong. C'est une ville très verte, contrairement à ce qu'on peut croire, mais très dense.
Et puis, en 1930, on fait des gratte-ciel. À Villeurbanne, j'ai la chance d'être choisi pour ce projet, pour travailler là-dessus, faire des gradins, travailler sur des immeubles de grande hauteur qui mixent différentes choses. Et dans l'urbanisme, on a toujours la difficulté de ces fameux centres. C'est à Grenoble, ça. C'est une photo, je ne sais pas où c'est exactement, ça doit être près de Fontaine. Voilà, des espaces comme ça, les services n'en veulent pas, parce que c'est un espace public, qui va l'entretenir, comme ce n'est pas un espace voiture, est-ce qu'il peut y avoir des SDF qui vont s'installer pour peu que ça soit couvert. Donc la sente, le côté vénel qu'on traverse, très difficile à faire en urbanisme, et pourtant c'est l'endroit du partage, c'est ce qu'il faut développer si on veut des villes agréables, et puis aussi quand même des corridors de verdure intéressants. Et puis là, je suis à Copenhague, où c'est un îlot dans un immeuble restauré, restructuré, avec des échanges de passerelles et de terrasses qui sont assez intéressants. Alors l'îlot que je vous présente, c'est à Bordeaux, c'est derrière la gare, c'est ici, c'est celui-là. La gare est ici, on arrive à la gare, on traverse, ça s'appelle l'îlot Armagnac, c'est 5 opérations, celle de Jean Nouvel ici, et Mia Hague, et puis d'autres architectes, Catherine Furet. Nous on a fait celui-ci, un site assez étonnant. Il y a eu un concours, les autres architectes avaient fait 3 petites barrettes. Nous, on s'est dégagé, on a agrandi la place publique, on a ouvert vers le sud-ouest, vers le sud, pardon, le sud est là, l'arrêt du tram est ici, et on a construit 100% de l'îlot. Et en fait, il y avait une demande de faire un gymnase, une médiathèque, une crèche dans cet îlot, du logement social et du logement à l'accession. Donc c'est une expérience assez intéressante d'immeuble en gradin qui monte à R+6 et qui est à R+2 ici, et avec un cœur d'îlot planté pour tout le monde, sauf que quand même chacun a son intimité, chacun a son jardin. Mais ce qui est en cœur d'îlot, ces arbres sont pour tout le monde, y compris les arbres en creux, la crèche est ici. Et à l'intérieur de ça, ici, il y a un parking sur 4 étages. Un parking silo, donc on n'a pas fait de parking enterré. Voilà le principe du projet. Un COS de 3,4, donc un bâtiment extrêmement dense, où tout le travail a été de savoir comment le soleil allait rentrer dans cette cour, comment les gens pouvaient avoir une intimité et avoir des vues sur le lointain, parce qu'on est plein sud. Donc on entre au premier étage, on peut rentrer chez soi par un cheminement intérieur. Il y a quand même un code ici, mais on peut donner le code à son copain, il peut rentrer par là et faire ça. Là, c'est la crèche, donc pour aller à la crèche, on fait ça. Le gymnase, on y rentre ici, il est dessous. La médiathèque, on y rentre là, et le parking est derrière. Donc ça donne des plans assez étonnants, hein, avec le gymnase, le parking et la médiathèque. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et dans les étages, des logements tout autour, la crèche ici, tout ça, c'est du jardin. Avec le parking ici, on est au niveau 3. Donc, vous voyez la coupe, 3 niveaux de parking, des logements qui sont ouest ici, sur le parc devant le bâtiment de Jean Nouvel, des autres qui sont est, donc ça, c'est des duplex ou de l'activité rez-de-chaussée, et tout le reste, ce sont des appartements qui montent. Tout le travail a été de faire en sorte que chaque logement ait son intimité, une qualité d'usage importante, dans une densité très forte. Donc on a certains balcons qui sont isolés avec du verre, donc on peut ouvrir ou fermer. Puis on a des capteurs dans les terrasses sur les toits, ça monte, et tout ça est planté, c'est en train de pousser. Et ça, c'est la vue sur la place, c'est un peu bordelais en fait, c'est assez 2 pavillons, une entrée au milieu, un arbre qui est en train de pousser, qui est très grand maintenant, et on perçoit maintenant tout le verre à l'intérieur, et les espaces en gradin. Voilà l'espace intérieur d'accès à la crèche, et on monte au premier étage, et vous voyez ici les balcons, on peut toujours mettre une table et 4 chaises. Voilà les vues de cet immeuble que vous pouvez aller voir, qui a été fini l'année dernière. 7e thème, grammaire, nature et écologie. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Je vais parler de l'écologie, donc je vais être un petit peu plus bref. L'idée, c'est d'introduire de la nature en ville, de parler de milieu. Ici, c'est un verre d'eau dans l'eau, c'est l'insertion maximum. C'est un verre d'eau plein d'eau dans l'eau. C'est un travail de Christian Xatrec, une œuvre d'art, un aquarium avec un verre d'eau à l'intérieur, plein d'eau. J'appelle ça l'immersion totale, c'est vraiment l'archétype du milieu, quoi. Puis vous savez, la nature est extrêmement forte. J'ai la chance d'être dans un avion, je vais en Chine, parce qu'on a une petite agence en Chine, on essaie de faire des projets écologiques. On a du mal. Et c'est un fleuve qui se forme. On est au-dessus de la Mandchourie, là, c'est assez... dans le désert, quoi. Et on voit un fleuve qui apparaît. Puis ça, c'est à Grenoble, entre la voie ferrée et la voie rapide. Il y a un corridor vert avec une personne qui s'était installée là. Je ne sais pas si elle est encore là. J'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a une espèce à la fois
les autoroutes et les chemins de fer sont des corridors et à la fois ils sont habités. Et puis là, l'importance de la nature en ville, on a l'impression que la maison, c'est à Marseille, la maison et l'arbre sont complètement en harmonie. Donc la nature en ville et nature et écologie, pour moi, un des mots-clés, c'est le corridor vert, c'est la continuité verte à l'intérieur d'un projet urbain. C'est ce qui fait qu'un espace vert est relié avec un autre. Et puis c'est aussi l'idée de l'écosystème, bien sûr, et l'idée d'un acte politique d'introduire de la nature en ville, ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans certains cas. Donc ici, c'est un projet extrêmement intéressant à Lille. Vous avez la ceinture verte de Lille qui correspond à peu près au périphérique. Ça, c'est l'île sud, un quartier très difficile, avec un endroit qu'on appelait les biscottes, parce que c'était comme un toaster. Donc ils ont cassé ces bars. Ici, il y a des bars en déshérence, ici, un parking abandonné. Et vous voyez, une esquisse de... Ici, c'est le cimetière allemand, ici, très beau. Et une espèce de corridor, ici, c'est vert, et on arrive sur les champs. Donc l'idée, on a été lauréat de ce projet d'urbain, ça a été de faire une continuité verte qui vienne relier cette partie-là. Donc de créer un corridor au milieu des équipements. C'est un pari un peu difficile, qu'a relevé Pascal Cribier. Donc vous avez ici le tas du site avant qu'on travaille, vous avez encore les biscottes, vous avez l'usine de plomb qui va muter un jour, et le corridor, en gros, il fait ça. Il passe là. Et tout autour de ce corridor, on l'habite par des très grandes maisons, des très grands habitables, et dans l'autre sens, excusez-moi, des longues maisons à gradins. Le sud est en bas de l'image, et ça, ce sont des équipements publics. Donc c'est un parc qui fait que quand vous habitez ici, dans la petite maison, parce que Martine Aubry voulait des petites maisons, je sors, j'ai une sente à l'intérieur et je peux aller à l'école ici à pied. Et pareil ici. Donc il y avait une idée de sente au milieu des maisons et d'un grand espace public habité, l'école, la crèche, l'école de musique, la bibliothèque, etc. Et ici, c'est pas encore sur l'image, mais c'était le théâtre qui a remporté, une salle de spectacle, a remporté la Caton Vassal, qui a été un petit peu publié. Donc vous avez ici le jardin multicolore Harlequin, comme dit Pascal Cribier, qui a inventé un projet absolument phénoménal, d'une strate basse. Il a il a créé une topographie, il en a rajouté à la topographie, parce qu'il dit si je m'efface, si j'essaie de faire que des plantations, j'y arriverai pas. Donc il a construit des espèces de murets et des balustrades. Il a mis des parterres de couleurs qui sont là, et une strate haute d'arbres. C'est absolument incroyable, parce que c'est en train de se terminer. Vous l'avez ici, ce corridor. Donc inutile de dire que les services de la ville disent que ce ne sera jamais un parc. Martine Aubry a mis ça en doute. La salle de spectacle, le concept, vous voyez, elle est là, donc ce n'est pas un grand volume, elle est sous terre, sauf sur deux faces. Elle n'est pas enterrée, mais le jardin monte sur cet espace-là. C'est ce que vous voyez sur cette image. Pas sur celle-là, mais sur l'autre, j'espère. Oui, sur l'autre. Voilà, vous montez sur le toit de la salle de spectacle. Ça, c'était le concept du concours, avec les immeubles en gradin qui habitent ce parc. C'est à peu près comme ça, avec les contraintes. On voit ici la salle de spectacle de la Caton Vassal, la façon de monter en haut pour avoir un point de vue sur la ville, et tous les tertres, et tout le travail de Pascal qui vient immiscer une architecture de paysage au milieu de ces bâtiments. Je n'ai pas de photo de la réalisation, parce que c'est beaucoup trop tôt. Il a travaillé sur des murets rouges et des balustrades. Il fallait oser dans ce quartier-là. Mais c'est assez bluffant, et c'est juste ça, c'est l'arrivée sur le toit. Vous voyez que ça n'a pas encore beaucoup poussé. Mais la nature en ville, c'est une chose auquel il faut croire, et il faut vraiment être volontaire par rapport à ce thème-là. Dernier thème qui m'est très propre et sur lequel on n'a pas encore beaucoup théorisé, c'est la poétique de l'inutile dans un bâtiment. Quelque chose qui est inutile, qu'on rajoute. Alors vous allez me dire, vous êtes sur la simplicité, sur la justesse, vous n'allez pas mettre des choses inutiles. Eh bien, de temps en temps, si, c'est bien de mettre quelque chose d'inutile. Quelque chose d'inutile peut avoir une certaine poétique. Quand le funambule traverse les Twin Towers sur une espèce de légèreté qui fait la une du monde, il ne pouvait pas savoir que 10 ans après, les Twins allaient tomber. Philippe Petit, le funambule français que j'ai eu la chance de croiser à New York à ce moment-là, qui s'entraînait sur les tours de St. John de Deville. C'était assez extraordinaire. Bon, c'est un moment, moi je l'avais vu la veille, j'ouvre le monde, et je suis dans l'avion et je vois sa traversée qu'il avait faite le matin même. La poétique de l'inutile, c'est aussi des détails qui sont inutiles, mais qui emmènent sur la réflexion. Ici, on est à Sainte-Sophie, je vais dire à Byzance, à Istanbul. Moi, j'aime beaucoup cette colonne parce qu'elle passe du carré au rond. C'est un thème qui... On ne sait jamais à quel moment on passe au rond et à quel moment on est carré. Essayez de tendre un rond et un carré,
de tendre un tissu, vous verrez que vous ne savez jamais à quel moment il y a vraiment une forme ronde et à quel moment l'angle arrive. Bon, là, c'est clairement dessiné comme ça, mais c'est une espèce de poétique, une prise de lumière, c'est quelque chose complètement inutile, c'est sculptural, mais c'est juste sublime. Donc là, pour terminer, on a fait un grand projet à Rennes, sur cette place-là, la place d'Armes qui était un parking, avec une salle dessinée par Arège qui a été restaurée, un bâtiment ici qui est venu de Ports-en-Parc, qui est venu ici, excusez-moi, je dis n'importe quoi, un cinéma à 2 Ports-en-Parc aussi, il en a fait 2, c'est pour ça. Un ici, et ça c'est la grande place centrale d'Île-Esplanade Charles de Gaulle. On est passé de cette situation-là à une situation sans voiture. Vous avez la situation plus contemporaine. Le maire de l'époque ne voulait ni arbre, ni fontaine, ni banc, rien sur la place. Mais rien, c'est pas beaucoup. Et comme cette place est très grande, on ne savait pas trop comment faire. Donc on a étudié d'abord un peu les cheminements, je vous montre quelques croquis comme ça, et puis dire que en fait, les gens sortent du cinéma, sortent de la salle de spectacle, sortent du cinéma, il y avait une espèce de polarité, on voyait que très vite ce lieu était un lieu de circulation. Du coup, on a engendré un certain nombre de cercles qui venaient structurer le parterre de la place, qui serait éclairé, c'est-à-dire que ce cercle, il a des découpes, pour ceux qui font du spectacle, savent ce que c'est qu'une découpe. Donc on a des mâts qui éclairent spécifiquement ce cercle-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Ils sont tous dédiés à une fonction. Fait que quand la salle de spectacle se vide, ce cercle s'éclaire, et c'est un béton légèrement vert, et la lumière est un peu verte, donc vert sur vert, le cercle devient un peu vert, et après il redevient un peu normal. Il y en a un qui est plutôt bleu, il y en a avec des pierres bleues, il y en a un qui est plutôt gris, il y en a un qui est plutôt rouge. C'est pas multicolore, en fait ça fonctionne tout doucement, tout doux, mais c'est assez intéressant. Et autour de ces cercles, on a créé des rayons au sol pour structurer la place. Il y a un parking dessous, j'ai oublié de le dire, qui a été publié. Je n'ai pas montré les photos du parking, qui est aussi basé sur des ronds. Et donc ces rayons créent une espèce de peau comme ça. On ne les sent pas très bien parce que les services techniques n'ont pas voulu faire des rayures dans la dalle béton. Ils ont fait des trucs collés, ce qui est vraiment pas beau. J'espère qu'un jour on arrivera à les refaire. Et les rayons convergent et il y a des points ici. Et je me suis dit, c'est quoi? En fait, on a mis des clous. Et j'étais ami avec l'Oulipo, je le suis toujours, mais je travaille un petit peu avec l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, des gens qui sont un peu issus de Queneau, des gens qui font des livres qu'on peut lire dans tous les sens. On enlève une lettre, on fait un long texte sans E ou sans R, ou on sort. Bon. C'est un mouvement extrêmement intéressant avec, je cherche avec Marcel Benayoun, je ne me trompe pas, je crois. Benayoun. Et donc, ils nous sont venus nous voir et dit, moi, je voudrais une histoire. Si j'arrive par là, je prends ça, j'ai une histoire qu'on me raconte. Si je viens dans l'autre sens, c'est la même histoire, une autre histoire qu'on me raconte. Mais si je fais ça, et je fais ça, j'ai une autre histoire. Si je fais ça, j'ai une autre histoire. Autant d'histoires. Donc, 2 accès par le nord, 2 accès par le sud, 2 accès par l'est, 2 accès par l'ouest. Et il y a des clous qui racontent chaque fois une histoire différente. Et ils m'ont dit, il y a un mystère, il y a une dernière histoire que personne ne pourra jamais raconter, qui est une combinaison de tous ces clous. C'est complètement inutile. Ça a créé un plan assez beau, assez simple, et les mots sont là, donc vous n'arrivez pas à les lire, c'est dommage. Il y a des moments où ça converge, donc je prends là, je vois un mot, un autre, je ressors par là, c'est cohérent. Je fais ça, c'est cohérent aussi. Mais je fais dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est un travail de fou, en fait. Et moi, j'ai vu des gens de Rennes comme ça qui suivaient les trucs. Mais du coup, il n'y a rien sur la place. La seule chose qu'on avait voulu faire et qu'on n'a pas pu faire, c'est des chariots remplis de végétation. Ça, c'est un test de notre bureau d'études, pour de vrai, pour voir si on pouvait tirer des chariots avec plein de végétation dedans, des chariots à bagages. C'est-à-dire que les roues se pivotent, contrairement à une voiture, les 2 roues pivotent comme les chariots à bagages d'autrefois, pour pouvoir prendre place autour des ronds et installer de la végétation mobile. Voilà. Et ça, on n'a pas pu le faire et j'espère qu'on le sera fait un jour, parce que c'est ça qui a meublé la place de temps en temps. Ça, c'était les prototypes des clous. C'est pas cela finalement. Et puis on voit les ronds ici mis en place. Alors ils ne suivent pas toujours là. Et puis les clous, je crois qu'on les voit un peu plus loin. Voilà les ronds la nuit. Vous voyez, légèrement bleu, légèrement jaune. Les clous sont exactement entre les rayons ici. Là, il y a les petites diodes. Et ça, c'est de l'eau et de la lumière pour alimenter les wagons qui devaient se mettre autour de ces grands espaces. Encore des photos de la réalisation. Et le clou de la soirée, vous l'avez ici. Donc il a un mot dans un sens, un mot dans l'autre. Il y a même un clou qui descend dans la terre, enfin avec l'ascenseur.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, d'abord parce que j'ai plus de voix, et puis parce qu'il est tard, et puis je vous ai beaucoup un peu assommé avec ces thèmes. J'espère que vous en avez capté un petit peu l'essence de ce qu'on est en train de faire. On va en faire un bouquin, voilà. Merci.